Marion Maréchal, l'actualité de cette journée, évidemment, 20 janvier, journée historique aux États-Unis. Donald Trump a-t-il été, selon vous, un bon président ? Alors en fait, j'ai jamais vraiment raisonné comme ça côté français, puisque pour moi, le Trumpisme n'a jamais été ni un modèle ni un anti-modèle. Pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis, les institutions sont très différentes, la mentalité est très différente, et même d'ailleurs, si je puis dire, les valeurs, ou en tout cas les fondamentaux de la droite américaine, notamment free market, un peu à toutes les sauces, c'est pas forcément on ne retrouve pas forcément l'équivalent, si vous voulez, côté européen. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur le bilan et plutôt la sortie de Trump des affaires, c'est d'un point de vue européen, un certain nombre de leçons à tirer qui sont moins, on va dire, peut-être le bilan de sa politique intérieure que les conséquences que ça aura au niveau international. Et je trouve que, en réalité, Donald Trump a été une aubaine ratée un peu pour l'Union européenne, non pas d'ailleurs en raison du modèle qu'il aurait pu représenter pour une partie de la droite européenne, mais surtout parce qu'il était tellement honni par l'élite européenne, si je puis dire, les commissaires européens et les grands dirigeants européens, que d'une certaine manière, il a forcé l'Union européenne à se penser comme puissance indépendante et pas seulement comme d'une des parties d'un grand ensemble transatlantique. Et d'autant plus que Donald Trump a une position, une politique commerciale extrêmement dure à l'égard de l'Union européenne. Il a remis, notamment à l'égard de la France, des droits de douane, des tarifs douaniers, des contraintes. Et donc, c'était une manière pour nous, je trouve, de nous penser de manière un peu plus autonome et indépendante. C'est dommage, du coup, qu'avec l'arrivée de Joe Biden, cette ère soit finie, puisqu'on va replonger, évidemment, dans probablement les grands traités de libre-échange habituels, l'alignement diplomatique avec les États-Unis, voilà. Oui. D'ailleurs, à l'instant, Joe Biden annonce que 17 actions présidentielles vont être annoncées dès son investiture pour revenir sur les mesures phares de Donald Trump, retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, retour des États-Unis au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y aura aussi l'annulation d'un décret migratoire qui était très controversé, adopté par Trump pour interdire aux ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer aux États-Unis. Et puis il y a aussi le mur, le fameux mur à la frontière avec le Mexique. Les Obama travaux lui-même avait contribué à construire d'ailleurs, mais on l'oublie un peu vite. En tout cas, là, Joe Biden va suspendre ses travaux. On l'apprend à l'instant. Donc ce sont ses tout premiers... les tout premiers actes de Joe Biden qui veut déconstruire en quelque sorte la présidence Trump. Quel est votre sentiment ? En fait, si vous voulez, on pourrait rentrer dans le détail, mais moi ce qui m'intéresse le plus, l'une des choses en tout cas qui m'intéresse le plus, ça va être de savoir quelle position va être celle de Joe Biden, notamment à l'égard de la Chine. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une donnée très importante, une fois de plus pour nous Européens, c'est que la Chine ne s'est jamais aussi bien portée. Elle a une croissance autour de 9%, elle a un excédent commercial record, c'est un peu l'ironie de l'histoire, Elle a gagné des marchés internationaux à l'occasion de cette crise sanitaire. Et donc la question, elle avait jusqu'alors sur le chemin de son hégémonie commerciale un opposant résolu qui était Donald Trump. Est-ce que Joe Biden va continuer à jouer, à chercher ce rôle d'équilibre et donc à contrer la puissance chinoise ou pas ? Parce que maintenant, manifestement, les Européens ne pourront plus compter uniquement sur cette puissance américaine pour rééquilibrer, si je puis dire, le jeu commercial international. Donc moi, l'une des choses qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci. D'autant plus que, je le précise, la Chine a quand même des relations privilégiées avec un certain nombre de petits clubs internationaux, de multinationales. Je pense notamment au Forum économique de Davos, où elle a des entrées quand même très privilégiées. Et je crains qu'avec les démocrates au pouvoir... Voilà, cette tendance et ces accointances soient plutôt accélérées que mises en difficulté. Alors, Marion Maréchal, vous me parlez de ce qui vous intéresse. Oui, absolument. Très bien. Vous m'avez parlé de l'Union européenne et de la Chine. Mais ce qui m'intéresse, moi, si vous permettez, est-ce que Trump est toujours une inspiration pour vous ? Est-ce qu'au fond, vous ne regrettez pas d'avoir été un peu trop trumpiste ? Ah non, non, parce que déjà, moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être une trumpisme. Ah non, vraiment pas. Là-dessus, vous pouvez reprendre mes déclarations. Je pense avoir toujours su raison garder. Je pense avoir été capable de trouver des choses intéressantes quand elles étaient intéressantes, voire de critiquer quand il fallait critiquer. Par exemple, sur la grâce présidentielle là qu'on voit, je vais vous dire franchement, je trouve pas ça très élégant, même s'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte américain. C'est une pratique manifestement habituelle chez les présidents américains et que Obama a lui-même gracié près de 149 ou plus de 149 personnes. Donc voilà. En 2018, quand vous allez à Washington à ce rassemblement conservateur, auquel participe Mike Pence d'ailleurs, le vice-président, on voit bien que vous adhérez à toutes ces idées. Vous reprenez même les termes que Trump a utilisés pendant tout son mandat. Mais parce qu'il y a évidemment des choses intéressantes et j'avais envie de créer du lien avec cette droite américaine qui est d'ailleurs extrêmement plurielle, je ne vais pas vous l'apprendre, et donc je trouve évidemment important
que des gens qui s'engagent en politique ou en tout cas dans le monde politique au sens large en France puissent aussi créer des liens privilégiés avec les Américains parce qu'ils représentent quand même la première puissance mondiale et que se laisser, enfin je veux dire, être dans une espèce d'anti-américanisme primaire, si vous voulez, nous empêche quand même d'être efficace au niveau international. Après, sur Donald Trump, pour revenir au sujet, c'est-à-dire que j'ai pas envie de rentrer dans la polémique fraude, pas fraude, est-ce que... Pourquoi, vous avez un doute ? Bon, en tout cas, il y a eu des fraudes, c'est manifeste. Est-ce qu'elles ont été suffisantes pour remettre en cause l'élection? Ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire et j'en sais rien. En revanche, vous ne savez pas, vous dites j'en sais rien. Bah, j'en sais rien. Non, j'en sais rien. Vous ne savez pas si, vous ne savez pas si Joe Biden a été élu légalement. En tout cas, il y a un débat extrêmement violent aujourd'hui aux États-Unis, avec un président sortant qui reste encore incroyablement soutenu. Enfin, je veux dire, toutes les décisions de justice, on n'aime pas Donald Trump. Tous les recours en justice, mais tout à fait, ont donné raison. Mais vous avez tout à fait raison, et eux s'en défendent en expliquant qu'il y a des raisons politiques. C'est pour ça que je vous dis. Mais vous, ce qui m'intéresse, c'est vous, ce que vous pensez. Mais je vous dis, je ne sais pas. Je vous le dis sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure ces fraudes ont joué ou pas. Il y a différents analystes selon les bords. Alors c'est vrai, vous avez raison, il y a des partis pris selon qu'ils soient soutien ou pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se faire une idée précise de l'ampleur des fraudes et de la réalité qu'elles ont eue sur le résultat du scrutin. Qu'importe, aujourd'hui Joe Biden, d'une certaine manière, est aux affaires. Ce que je trouve un peu déplorable, si vous voulez, c'est qu'on voit bien qu'à travers ces élections présidentielles et la manière dont elles sont déroulées, il y a une crise très grave que vivent les États-Unis, des fractures terribles, et qu'en allant dans une forme de jusqu'au boutisme à travers l'impeachment, on se dit, est-ce que c'est pas encore une manière d'aggraver des fractures béantes là où le président qui arrive est déjà extrêmement fragilisé, si vous voulez. Ouais, c'est quand même important, je vous demande juste une précision. Biden est-il légitime ? Est-il un président légitime? C'est une question très simple. Bah, si on s'en tient aux décisions de justice américaines et aujourd'hui aux résultats officiels, oui. Enfin, je veux dire, moi, je ne vais pas remettre en cause la présidence de Joe Biden. Je vous dis juste qu'il y a des doutes et qu'il y a un débat. J'ai du mal à me faire un avis précis là-dessus. Je constate qu'il y a des fraudes. Et ce que je constate surtout, parce que ça va être, à mon avis, la leçon à venir et qui va être difficile, puisque vous voulez absolument parler de la vie intérieure américaine. Non, mais on va en sortir. C'est que Donald Trump va peser probablement un certain temps, malgré sa mise à mort numérique, sur la vie politique américaine et sur la constitution des Républicains. Je voudrais quand même rafraîchir la mémoire à tous ceux qui nous suivent ce matin. Tout le monde n'a pas en tête votre intervention dans ce fameux forum conservateur à Washington. Quelques images qui nous rappellent. Et quand je disais l'influence, ou en tout cas l'inspiration, vous allez comprendre de quoi je parle. I want America first for the American people. I want Britain first for the British people. And I want France first for the French people. Ce que je voulais dire, c'est que Trump aurait pu l'écrire. Mon accent magnifique. Voilà. Oui, enfin, excusez-moi. Enfin, je veux dire, c'est pas d'inspiration particulièrement trumpiste que de dire je veux que la France se mette d'abord au service des Français, l'Amérique d'abord au service des Américains. Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu Donald Trump pour pouvoir tenir ce genre de discours quand même. Après, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Bien sûr qu'il y avait des choses intéressantes dans le Trumpisme, comme on l'appelle. Bien sûr que dans la lecture, par exemple, internationale, l'acceptation d'un monde multipolaire, l'adoucissement des relations avec la Russie, l'analyse qu'il a pu faire sur l'Irak, sur l'Afghanistan, sur la Syrie. Oui, bien sûr qu'il y avait des choses intéressantes chez Donald Trump, je vais pas me cacher. Et je vais pas non plus me cacher en me disant que oui, excusez-moi, j'étais plus proche de Donald Trump que je ne le suis de Joe Biden. Et je pense d'ailleurs que l'élection de Joe Biden est une mauvaise nouvelle pour nous. Je vous ai dit pourquoi. Mais en plus, il y aura des incidences très fortes, je pense, à l'intérieur même de la France, puisque Joe Biden est un homme qui est tenu, voire même dépassé par sa gauche et son extrême gauche. Et que toutes les idéologies mortifères qui sont à l'œuvre dans les campus américains sur lesquels il vit, c'est-à-dire l'indigénisme, le décolonialisme, le privilège blanc, vont arriver et s'accélérer dans l'université française. Sur ce point précis, vous dites dans Valeurs actuelles, l'agenda progressiste et diversitaire de Joe Biden va attiser les tensions raciales. Mais vous êtes sérieux? Mais je suis extrêmement sérieuse. Et je vais vous donner même une déclaration très précise qu'il a faite à peine arrivé aux affaires, avant même d'être, une fois que son élection a été officialisée, où l'une des premières déclarations qu'il fait, c'est dire nous allons d'abord aider, donc dans le cadre de la crise sanitaire, les entreprises tenues par des Noirs américains, par des Amérindiens, par des Américains d'origine asiatique. Voilà, donc c'est-à-dire que l'une des premières déclarations qu'il fait, c'est déjà de faire une forme de ségrégation à l'envers, en expliquant qu'il va d'abord privilégier les minorités à l'égard des Américains blancs. Je trouve que c'est une lecture du monde qui me terrifie. Mais vous êtes amnésique sur la présidence Trump. On a un président qui... Jamais un président n'a à ce point alimenté le racisme. Une seule déclaration de Donald Trump disant « je vais d'abord favoriser les commerces blancs avant les commerces noirs ».
Vous avez vu les scores de Donald Trump auprès des Noirs américains? La progression qu'il a eue au cours de son mandat? Non mais moi je veux bien vous les violences policières, les violences policières contre les Noirs, Black Lives Matter. Trump a cessé de souffler sur ces braises. La question des problèmes des violences policières, moi je veux bien. Alors déjà, vous savez qu'aux États-Unis, les polices sont des polices municipales. C'est pas des polices fédérales la plupart du temps. Donc déjà, c'est des polices qui sont sous la responsabilité des villes, les polices de Washington. Donc déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est un problème systémique, vous avez raison, aux États-Unis, mais qui date pas de Donald Trump. Faut arrêter. Je veux dire, la réalité aujourd'hui des problématiques liées à la police américaine, c'est un sujet vieux, et que n'avait pas d'ailleurs davantage réglé Barack Obama que Donald Trump. Donc moi je veux bien, si vous voulez, qu'on cherche absolument à dénigrer Donald Trump surtout. Je veux bien d'ailleurs admettre qu'il y a des choses qui sont, voilà, je vous parlais de la grâce, pas très élégant ou qu'on peut critiquer, mais il faut aussi savoir être objectif sur un certain nombre de choses. Vous ne citez pas le Capitole? Ah bah je veux pas... Non mais moi, il n'y a pas de problème, on met tous les sujets sur la table. Oui, si allons-y. À partir du moment où Donald Trump appelle ses partisans à marcher sur le Capitole, c'est pas pour vous une sorte de ligne de fracture? Alors, je vous pose une question, parce que vous me posez des questions. Vous avez écouté le discours de Donald Trump ou pas? Oui. Vous l'avez écouté. Et vous, Absolument. vous avez entendu dire, je veux que vous envahissiez le Capitole. Il n'a pas dit cela. Il n'a absolument pas dit d'envahir le Capitole. Je vous ai dit de marcher. Il a dit sur le Capitole, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Non, mais d'accord, mais moi je. Mais lorsqu'il appelle à marcher sur le Capitole, c'est d'une certaine façon un encouragement. Donc pour vous, dire j'appelle à manifester, c'est une incitation à envahir le Capitole. D'autant plus. Non mais. Alors attendez, si c'est vous qui posez des questions. Allons au bout des choses parce que. Alors ça y est, vous avez commencé à faire de la télé, alors ça y est. Moi je peux prendre votre place si vous voulez. Mais non, si vous voulez, moi j'ai écouté ce discours parce que j'ai vu les accusations. Ce jour-là, vous ne vous êtes pas dit. Là, ça va trop loin. J'ai vu. Non, mais après, le style de Donald Trump, je vais vous le dire franchement, moi, c'est pas un style qui me plaît beaucoup. En plus, bon, il y a toujours un côté un peu chaud dans la politique américaine qui est pas voilà, quelque chose qui me plaît énormément. Donc, c'est sûr qu'il a une manière abrupte, mais à aucun moment, si on devait être objectif, il n'appelle à envahir le Capitole. Ça, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, après que ces débordements aient lieu, il fait une vidéo en appelant tout de suite au calme, parce qu'il voit bien que ça lui échappe, et cette vidéo est censurée. Il se passe plus de 2 heures. Et cette vidéo est censurée. Bon. Non, mais tout ça pour dire quoi? Je note que vous ne... Je vais aller au bout. Vous ne condamnez pas les déclarations de Donald Trump sur ce jour-là, alors que même au sein de son propre camp, quasiment tout le monde était horrifié. Je veux bien condamner Donald Trump, si vous voulez. Je trouverais ça un peu ridicule de ma position actuelle. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye de regarder les choses factuellement. J'ai pas vu un président appeler à une insurrection au Capitole. Et par ailleurs, je vais aller au bout de la logique, j'appellerai pas ça insurrection ou coup d'État, je vous le dis franchement. On a un débordement, une espèce de truc tragicomique, et j'ajoute tragique parce qu'en effet, il y a des morts, mais en même temps, c'est pas une insurrection armée, et c'est pas un coup d'État organisé. Il faut arrêter aussi le délire à un moment donné. Voilà, bon, c'est tout. Dernière question sur Donald Trump. Bon, on peut discuter sur son bilan, mais enfin la sortie de Donald Trump, sa défaite à l'élection présidentielle, acte une sorte d'échec. Est-ce que ce n'est pas l'échec du populisme? Est-ce que ça ne montre pas que le populisme, ce populisme, finalement, au pouvoir, ça ne marche pas? Ah bah c'est sûr, non mais il est évident que Donald Trump a fait manifestement des erreurs, parce que sinon il ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Manifestement, c'est un président qui a clivé en positif ou en négatif. Il a des soutiens incroyablement mobilisés, on le voit bien dans les sondages d'opinion aujourd'hui. Il a en même temps des oppositions qui sont aussi extrêmement fortes et qui se sont aussi agrandies. Donc c'est sûr que là-dessus, il y a un bilan à faire. Mais pour le coup, c'est pour ça que je reviens. Un bilan au-delà de Trump, un bilan du populisme. Au fond, ce populisme que vous... Oui, mais vous essayez de faire une analogie, si vous voulez, entre l'exercice d'un pouvoir dans des institutions particulières qui sont celles des États-Unis et un soi-disant équivalent populiste en Europe, alors même que le style de Donald Trump n'est pas importable en France. Je veux dire, il n'y aura jamais de Donald Trump en France. Ah bon? Mais non. Vous verrez jamais un Donald Trump dans ses excès, dans sa manière d'exercer la politique, même dans son style personnel, arriver en France. De la même manière que je suis pas sûre que la manière de la droite italienne de faire de la politique puisse être importée en France. Donc moi, de toute façon, je raisonne pas comme ça. Une fois de plus, c'est pas un modèle, c'est pas un anti-modèle. On a, nous, une voie particulière à suivre, qui est pas celle du Trumpisme, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Donc moi, là-dessus, je me sens pas obligée de me positionner par rapport à ça. Quel est votre regard sur la situation en France? Évidemment, on est dans cette crise sanitaire très grave, sanitaire mais aussi politique, économique bien sûr. Tiens, sur la vaccination par exemple, Olivier Véran dit on va arriver, on va maintenir nos objectifs, il y aura 1 million de personnes vaccinées d'ici à la fin du mois de janvier, entre 2,4 et 4 millions de personnes d'ici à fin février. Vous faites
confiance au gouvernement et au ministère de la Santé sur ces questions-là? Relativement peu, non. Enfin, j'ai de bonnes raisons d'imaginer ou d'appréhender qu'il puisse, de la part du gouvernement, y avoir de nouveau à la fois des faiblesses, si ce n'est parfois des mensonges, ou même de l'incompétence. Ce que je regrette, si vous voulez, je ne vais pas revenir sur c'est un fiasco, voilà, bon, je pense qu'on a suffisamment fait le bilan de ça. Ce que je regrette, si vous voulez, c'est que dès le départ, le gouvernement ne se soit pas davantage appuyé sur les collectivités territoriales. Pour la logistique, j'entends. Parce qu'on a bien vu qu'au moment du début de la crise, notamment sur les masques, sur les respirateurs, la plupart du temps, les régions, les départements, les villes ont été beaucoup plus efficaces, beaucoup plus réactives dans la mise en place logistique, la commande. Et je vois là des petits calculs politiciens et le fait de ne pas vouloir évidemment valoriser de fait des présidents de région qui auraient pu être de droite et donc évidemment se faire un peu mousser avec la mise en place de cette logistique. Et je trouve que vu les circonstances, il aurait été souhaitable qu'on mette un peu de côté ces logiques politiciennes et puis qu'on cherche l'efficacité, parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie remise en cause de cette espèce de bureaucratie centralisée extrêmement complexe dans le domaine sanitaire, dont on voit bien qu'elle est pas au niveau, quoi. Donc, ça aurait été intéressant que le Grenelle de la santé qu'avait lancé le gouvernement ne s'arrête pas à l'augmentation légitime d'ailleurs des revenus de certains soignants, mais aille au bout de la logique en disant on va peut-être remettre à plat le système et son organisation et son fonctionnement et le poids de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est d'abord une crise hospitalière. Et une crise même de l'hôpital public, j'ai envie de dire. Donc c'est pour moi ça le sujet central. Et j'ai pas vu, si vous voulez, des réponses ou en tout cas une vision à moyen terme pour répondre à ces problèmes structurels. Et sur le vaccin en lui-même, alors vous êtes très jeune, donc vous avez le... Très jeune, c'est flatteur, merci. On ne vous proposera pas avant longtemps, oui. Probablement la fin du printemps, d'être vacciné. Mais je crois, sur RTL, vous disiez que vous vouliez attendre un peu. Non, je disais que j'avais pas le souhait, de me vacciner pour l'instant. Mais en raison de votre âge et de votre état de santé ou parce que vous avez un doute? Déjà, en effet, moi je fais pas partie des personnes à risque. Ouais. D'autant plus que j'ai envie, j'ai pas le souhait de me précipiter sur un vaccin alors qu'il a été développé. Je vous le dis franchement, je pense que je suis comme beaucoup de Français, c'est-à-dire que je suis pas extrêmement rassurée. Je dois le dire franchement, il a été quand même développé. On n'a même pas passé la phase 3 des tests. Il a été développé dans un temps record avec des procédures dérogatoires. Donc oui, forcément, que ce soit pour moi ou pour ma fille, je pense avoir des inquiétudes ou en tout cas des doutes légitimes. Et je précise, moi j'ai fait tous mes vaccins obligatoires, ma fille a fait ses 11 vaccins obligatoires, donc je ne suis pas dans une logique anti-vax comme on dit maintenant. Non, mais vous êtes comme effectivement beaucoup de Français, de moins en moins, puisqu'on voit que les chiffres ont évolué. Très bien, mais chacun est libre. Vous dites quoi? Vous dites que vous... Mais ce serait bien que chacun reste libre. Parce que manifestement, ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire c'est-à-dire que la vaccination obligatoire avec le fameux passeport vaccinal qui avait fait polémique juste avant, on en avait parlé avec notre centre de recherche à l'école juste avant les vacances de Noël, est quelque chose qui n'est pas enterré, simplement reporté d'après le gouvernement. Donc cette hypothèse de vouloir contraindre toute la population à se vacciner, de fait, reste dans les tuyaux. Et l'Union européenne, d'ailleurs, s'est proposée en faveur de cela. Et ce qui me surprend, ce que je ne comprends pas dans la logique, c'est que si vous êtes une personne à risque, vous vous sentez à risque et que vous souhaitez vous faire vacciner, pourquoi imposer aux autres de l'être aussi? Parce que si vous êtes vacciné, si j'ai bien compris la logique, c'est que vous êtes censé être protégé. Bien sûr. Mais la réalité, parce qu'il faut quand même le dire, et ça, une fois de plus, je m'en tiens qu'à des déclarations officielles, c'est que j'ai peur qu'il y ait une forme de mensonge de la part des autorités en expliquant que finalement, le vaccin va être la solution miracle. Parce que de ce que je lis, les déclarations de Pfizer et même du gouvernement, c'est qu'on ne sait pas si ce vaccin va être immunisant plus de 3 mois. On ne sait pas si les personnes qui sont vaccinées sont encore contagieuses ou pas. On ne sait pas, alors à l'exception manifestement pour le variant anglais c'est le cas, mais si vraiment il va être efficace sur toutes les formes de variants. Donc moi ce qui me fait un peu peur, si vous voulez, c'est que si les gens veulent se vacciner, parfait, qu'on puisse leur donner les moyens de le faire. Mais c'est quoi votre inquiétude? Vous dites on n'a pas assez de recul, par exemple? Vous voudriez plus de temps? Expliquez. Non, mon inquiétude, en fait, c'est que j'ai peur qu'en expliquant qu'à travers le vaccin, on va régler tous les problèmes et qu'une fois que tout le monde sera vacciné, finalement, on va sortir de la crise. Je souhaiterais que ce soit le cas, mais de ce que je vois, de ce qu'on sait aujourd'hui de ce vaccin, j'ai un peu peur qu'on aille un peu au-delà des espoirs qui sont aujourd'hui portés sur ce vaccin. C'est simplement ça. Voilà. Donc du coup, d'où la nécessité, à mon avis, d'essayer aussi de ne pas uniquement s'en remettre à la stratégie vaccinale, mais de reprendre la vie, moyennant évidemment des contrôles aux frontières, y compris intra-euro, moyennant des jauges, des précautions, des protocoles, mais de sortir de l'univers mental dans lequel aujourd'hui on est, qui est celui de la précaution absolue. Mais parce qu'on n'a rien de mieux pour l'instant.
Bah, et oui, d'accord, mais... je veux dire, pour l'instant, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus efficace à l'évidence. Sur les restrictions... Et vous disiez, pardon, je vais juste faire une rectification, vous disiez qu'il n'y avait pas eu de phase 3, il y a eu une phase 3. J'ai lu qu'on était encore dans une démarche de phase 3, puisqu'en fait on teste... Et pour ce qui concerne le recul, visiblement ce n'était pas ce qui vous préoccupait le plus, mais je rappelle que les premières personnes à être vaccinées, ça remonte à juin dernier. Ah oui, d'accord, sachant que pour milliers de développer un vaccin, il faut 10 ans, et là on a mis 8 mois. Très bien, hein, oui, ça fait 3 mois, d'accord. C'est parce qu'il y avait de l'argent? Non mais... Parce qu'on a mis beaucoup de moyens? Je dis pas... Non, Parce qu'il y a énormément de malades. C'est aussi une des raisons. Je ne veux pas être l'avocat, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons objectives qui expliquent pourquoi ça a été aussi rapide. Que les choses soient dites, je ne remets pas en cause la nécessité d'avoir développé ce vaccin rapidement, je ne remets pas en cause le souhait de certains de vouloir se vacciner. Une fois de plus, moi je suis pour la liberté, et je suis d'ailleurs pour qu'on permette aux gens qui veulent se vacciner de se vacciner efficacement, d'où le fait que je critique la logistique. Ce que je veux dire, pour revenir aux restrictions, parce qu'en fait je parlais de ça quand je vous ai dit ça, c'est que on prend des décisions en disant on n'a pas le choix, d'accord, mais par exemple le couvre-feu généralisé, dans les départements où il a été mis en place de manière anticipée, je pense notamment dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas eu d'amélioration notable sur les chiffres d'hospitalisation, qui d'ailleurs au passage sont biaisés, on y reviendra peut-être. Mais du coup, je veux dire, moi je veux bien qu'on généralise une décision qui va avoir des effets sociaux et des effets économiques désastreux, mais qu'au moins on ait la certitude de leur efficacité, ça n'est même pas le cas. Donc moi j'ai quand même un peu le sentiment d'un gouvernement, si vous voulez, qui prend des décisions un peu spectaculaires, parce que il veut donner le sentiment d'agir et qu'il est un peu dépassé, mais au détriment d'un équilibre nécessaire entre d'un côté la prévention sanitaire et de l'autre quand même la survie économique et la survie sociale. Vous contestez les fermetures actuelles, c'est-à-dire le monde culturel? Oui. Les restaurants aussi? Oui, je vais vous dire pourquoi, pour une raison très simple. Et d'ailleurs, dans un secteur aussi qui est le mien aujourd'hui, qui est celui de l'enseignement supérieur avec l'ICEP, on est en train de sacrifier toute une génération. Je veux dire, ces étudiants vont vers l'échec assuré. Si tant est qu'on leur donne leur année, parce que c'est ce qui va se passer, ils vont être complètement dépassés l'année d'après. Il y a des états, regardez les rapports des syndicats étudiants, des états psychologiques désastreux, des situations sociales dramatiques. Il y a même eu des tentatives de suicide, des étudiants qui ont perdu leur petit boulot. Je veux dire, à un moment donné, l'empathie, elle doit être générale. Et je pense qu'on ne peut pas mettre en compétition, d'un côté, la préservation absolument nécessaire et légitime des personnes à risque, et de l'autre, ne pas tenir compte, si vous voulez, de l'état social de ces étudiants, de ces artisans, de ces restaurateurs. Donc moi, je vous le dis franchement, je regarde... Mais en Irlande, par exemple, début décembre, la réouverture des pubs, des restaurants a provoqué une flambée tragique de l'épidémie, au point que d'ailleurs tout a été reconfiné, y compris les écoles. Alors moi j'ai qu'un problème avec ça, si vous voulez, c'est que quand on regarde, une fois de plus, je suis pas médecin, je suis pas une spécialiste, je m'en tiens que aux articles que je lis de la presse mainstream, comme on dit, ou des publications officielles. Ce qui est un peu étonnant, si vous voulez, c'est qu'on voit bien que quand on prend sur un temps donné, la courbe du virus dans les différents pays, quelles que soient finalement les décisions prises, est globalement à peu près la même. Et pourquoi je vous dis tout à l'heure, il y a quand même une question sur les chiffres. Une fois de plus, c'est pas moi qui l'ai sorti de mon chapeau, c'est un article de Nice Matin. On va pas l'accuser d'être complotiste. Ils ont comparé les chiffres d'hospitalisation de Santé publique France avec les chiffres d'hospitalisation du terrain, du CHU. On va du simple au triple. Du simple au triple. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eux, ils l'expliquent très bien. C'est pas moi, c'est eux, ils l'expliquent. Ils disent, en fait, quand une personne rentre à l'hôpital avec une pathologie quelconque, c'est-à-dire, je sais pas, un problème cardiaque, et qu'ensuite il est testé positif au Covid, parce que tous les gens qui rentrent sont de toute façon testés, il est mis en Covid, même s'il n'a pas de symptômes. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui... Les chiffres sont gonflés, pardon les vous chiffres couper, mais vous dites biaisés. C'est-à-dire qu'ils sont biaisés. Par exemple, dans les stats de Santé publique France, toutes les personnes qui sont en EHPAD testées positives, même si elles ne sont pas hospitalisées, même si elles n'ont pas de symptômes, sont mises en hospitalisation Covid. Donc il y a manifestement une manière de calculer qui est entre la réalité des services de réanimation qui peuvent être tendus, parfois c'est vrai, dans certains départements, mais je vous rappelle que c'est la situation tous les ans. Donc vous dites on en fait trop? Tous les résumer, ans. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que je veux qu'on regarde les choses de manière dépassionnée et objective. Aujourd'hui, on est à peu près à 2700 personnes en réanimation. Ça fait moins de 30 personnes, si on ramène ça par département au niveau métropolitain. Sur une population de 67 millions d'habitants, je dis... Admettons. J'essaie de suivre votre raisonnement. Mais enfin, qui a intérêt
ça favorise. Non, mais m'emmenez pas sur le truc du complot. Mais je ne parle pas de complot, j'essaie juste de comprendre la finalité de votre raisonnement. Non, mais c'est pas un intérêt. Je pense que c'est un univers mental. C'est-à-dire que c'est des politiques qui, sous la pression d'ailleurs, souvent parfois de l'OMS, ou par mimétisme vis-à-vis des autres pays, ou par l'inquiétude de se voir reprocher de ne pas en faire assez, ou la gestion de leur risque pénal, comme avait dit, je ne sais plus, Édouard Philippe ou Emmanuel Macron, voilà, prennent des décisions sans recul scientifique, avec un conseil scientifique qui d'ailleurs lui-même n'est pas composé majoritairement de scientifiques, il faut quand même le rappeler, et qu'il y a la facilité de dire, bon, je prends le risque zéro en mettant des contraintes très fortes, même si je suis pas sûr de leur efficacité, puis je distribue des chèques à tout va, puisque de toute façon les largesses de la BCE me permettent de le faire, et bon an mal an, on tient comme ça, parce que c'est la position finalement de facilité, de consensus mou. Voilà, je trouve que moi, cette solution de facilité, elle est désastreuse et que le remède sera pire que le mal. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'on se reverra dans 6 mois et qu'on dira « Madame Maréchal, vous avez dit n'importe quoi peut-être, mais quand je regarde ce qui se passe depuis 1 an, je me dis le problème, c'est que des variants, il y en aura tous les 2 mois. Non mais parce que si on raisonne comme ça, dans 2 mois, on aura un variant sud-africain, un variant argentin. Donc en fait, on n'en sortira jamais, si vous voulez. Je voudrais juste préciser, alors c'est pas un argument, c'est juste un constat, que une écrasante majorité de Français soutient le gouvernement dans les politiques de restriction, dans les politiques de... On l'a vu pour le couvre-feu à 18h, par exemple. Ce sont des mesures qui sont finalement assez populaires, difficiles à vivre, mais assez populaires, parce qu'il y a quand même une inquiétude que vous ne semblez pas partager, une inquiétude très forte dans l'opinion autour de ce virus. Je sens que vous n'avez pas peur. J'ai des inquiétudes comme tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye de raison garder, et je pense que le rôle, une fois de plus, qui n'est pas d'ailleurs ma position aujourd'hui, mais le rôle du politique, c'est d'être capable d'avoir une vision globale de la société et de tenir compte de tous les acteurs pour garder un équilibre entre la recherche de l'ordre public et de l'autre, la préservation des libertés et la préservation de l'harmonie de la société et de son équilibre. J'ai le sentiment aujourd'hui que les politiques ne se mettent pas dans cette posture-là, mais qui sont dans une logique et un couloir purement médico-sanitaire et qu'ils ont du mal à prendre en compte le reste. Après, je vais vous dire franchement, que la population française soit potentiellement en accord et que moi je suis en désaccord, pour moi c'est pas un argument, et tant pis si je suis minoritaire. Je vous parlais pas d'argument, je disais que c'était un constat. C'était un constat. Peut-être. Il y a une photographie de l'opinion à l'instant qui montre qu'elle adhère plutôt... Je serai minoritaire. Non, mais encore une fois, je voulais juste vous le signaler. 2 questions avant de parler des réseaux sociaux et de leur éventuelle régulation avec Benoît Galeret. 2 questions d'actualité. Le Conseil français du culte musulman a adopté une charte des principes de l'islam de France. Plusieurs présidents s'y sont essayés ces dernières années. Est-ce que cette fois-ci, on y est? Est-ce que Emmanuel Macron, qui salue d'ailleurs un engagement net, clair et précis en faveur de la République, est-ce qu'il y est parvenu? Ah mais c'est merveilleux, vous savez, aujourd'hui on décapite des enseignants et des gens dans des églises, et puis on fait des chartres. C'est intéressant, qui n'ont pas de valeur juridique. Et on est très heureux d'arriver à ça, alors qu'on a assisté à un spectacle hallucinant pendant des jours et des jours, avec quand même des organisations musulmanes qui n'arrivaient pas à s'entendre sur le sujet de l'apostasie. Ça veut dire qu'en France, en 2021, on en est à quand même devoir batailler politiquement pour que des organisations se mettent d'accord pour ne pas condamner à mort, et ne pas condamner tout court d'ailleurs le fait qu'un musulman puisse changer de religion quand même. Enfin, et on est content. On est là, bravo, formidable. D'ailleurs, on a 3 qui ne sont pas rentrés dedans. Et il y en a une, l'UOIF, qui a accepté par tactique. Parce qu'ils avaient dit eux-mêmes qu'ils ne signeraient pas, mais ne voulant pas être marginalisés. Voilà. Et donc, à partir de là, on est heureux, on a fait des chartes, on a réglé le problème. Moi, je veux bien, si vous voulez, mais regardez quand même où on en est. C'est-à-dire que la réalité de cela, c'est que n'ayant pas de contraintes juridiques réelles, faut pas espérer, si vous voulez, que cette charte, au-delà du symbole de ce que ça peut représenter, règle le problème du terrorisme et de l'islamisme en France. Enfin, je veux dire ça aux Français, c'est un mensonge. C'est un premier pas. Mais non, enfin, des chartres, on en a déjà toutes. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un problème avec l'islamisme en France, on fait des chartres. Je veux dire, on a fait la même chose sur les associations dans la loi séparatisme. On a dit, maintenant, on va conditionner les subventions à la signature de chartes. Mais ça existe déjà dans la plupart des collectivités. Ça n'a jamais empêché les associations, d'ailleurs, d'avoir des dérives. Et elles n'ont pas de contraintes légales. Et quand il s'agit de contraintes légales avec des conventions, ça existe aussi déjà. Et c'est même obligatoire à partir de 23 000 €. Donc, si vous voulez, et je vois Estrosi dans les Alpes-Maritimes, je veux dire, lui, il a été l'un des premiers à faire des chartres pour les valeurs de la République aux associations. Et dans le même temps, il inaugure des mosquées UOIF. Donc, à un moment donné...
Je sais pas, moi, une fois plus, je suis peut-être minoritaire, hein, mais j'ai le sentiment que cette espèce de bonheur partagé autour du pas qui a été réalisé par Emmanuel Macron, est un peu surestimé par rapport à l'enjeu. Voilà. Ouais. Je n'avais pas encore cité Marine Le Pen. Oui. Vous vous rendez compte, au bout d'une demi-heure d'interview, oui, c'est étonnant. Elle dit c'est positif. Oui, mais très bien. Mais je dis, non, mais je vais pas dire. Vous dites pas c'est positif. Non, mais je dis c'est rien en fait. Ok. Voilà, je dis c'est pas le sujet et d'ailleurs je sais pas si on a l'occasion de parler de la loi séparatisme, on arrive peut-être au bout de votre émission, mais allez-y. Mais ce que je veux dire c'est que c'est comme sur cette loi. Aujourd'hui déjà le terme séparatisme apparaît largement impropre. Je sais pas, en l'occurrence, le séparatisme, c'est quand des territoires veulent aller vers l'autonomie, voire l'indépendance. Or là, en l'occurrence, c'est pas des gens qui veulent l'indépendance, c'est des gens qui veulent imposer dans notre sol leur manière de voir, leurs règles juridiques, leurs règles spirituelles. Et ça permet tous les délires comme Monsieur Corbière qui explique que je sais pas si vous avez suivi, mais qu'avec le concordat d'Alsace-Moselle, donc les Alsaciens et les Mosellans seraient finalement une menace pour la cohésion française. C'est ce qu'il dit en dénonçant le concordat à travers ce séparatisme. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur cette loi, une fois de plus, il y a beaucoup de symboles. Il y a un certain nombre de choses positives. J'avais noté le fait qu'on puisse maintenant refuser le titre de séjour, opposer la polygamie à l'octroi d'un titre de séjour dans toutes les situations, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont totalement neutres. Ça veut dire qu'on va mettre dans la loi des choses qui étaient déjà acquises sur le plan jurisprudentiel. Je pense notamment à la neutralité des agents privés qui assurent un service public. Il y a des choses qui sont pour le coup plutôt condamnables, avec le fait au prétexte de lutter contre l'islamisme et des dérives d'une religion, on va pénaliser tout le monde. Je pense notamment à la liberté d'enseignement, les contrôles plus ardus sur les écoles privées, l'interdiction de principe en fait de l'enseignement à domicile, sauf dérogation. Donc j'ai le sentiment quand même qu'à travers cette loi et ses positions, on a des grandes déclarations, des diagnostics qui sont souvent justes, mais derrière, factuellement, quand on regarde article par article, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui existent déjà, beaucoup de doublons, beaucoup de choses qui ne vont pas changer radicalement la donne. Et moi, donc, si vous étiez député, vous ne voteriez pas cette loi? En tout cas, je la voterai pas. Enfin, c'est pas que je la voterai pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose de négatif, mais il y a des articles que je voterai pas. Et il y a des articles qui, pour moi, ne servent à rien. Mais la question de fond, en fait, on tourne autour du pot à chaque fois. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, on en est en 2020 en France, 2021, à débattre sur le voilage ou le voilement des petites filles. C'est parce qu'en fait, depuis 40 ans, la gauche et les progressistes au sens large ont fait venir sur notre sol ou ont encouragé la venue sur notre sol de millions de musulmans. Et aujourd'hui, ils sont face aux conséquences de cette venue. C'est ça la réalité. Ils en sont à déplorer que des musulmans vivent en musulmans en France. Bah oui, mais à un moment donné, il faut peut-être être cohérent. Un mot sur vous. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je citais vos activités dans votre école, bien sûr, et puis il y a ce think tank. Oui. Et la politique en fait, mais la politique, c'est quoi? C'est en pause vous dites on verra plus tard. Donc vous avez dit partout 2022 je ne serai pas candidate. Oui. Donc vous attendez votre tour. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, je vois une forme de cohérence dans mon parcours. Enfin, j'espère en tout cas. Comme vous l'avez rappelé, j'ai été députée au Front National à l'époque pendant 5 ans. J'ai voulu continuer cet engagement qui m'apparaissait aussi d'ordre politique, c'est-à-dire un peu au service de la cité, dans le domaine de la formation, en lançant cette école qui se veut un peu une alternative dans le cadre de la formation des élites politiques et économiques de ce pays. Et je pense que l'actualité à l'égard de Sciences Po, me conforte un peu dans la nécessité de lancer cette école. Déjà, je ne sais pas si vous avez suivi les dernières actualités, mais il s'avère qu'il y a eu encore une enquête de Figaro il n'y a pas très longtemps, expliquant qu'il y avait une mainmise idéologique sur les cours de Sciences Po et le corps enseignant, d'idéologie que je considère moi comme mortifère. Je pense une fois de plus à tout ce qui relève de l'indigénisme, du décolonialisme, du privilège blanc, et que tous les étudiants qui essayaient de s'y opposer étaient terrifiés. Je veux dire, on en allait à des menaces. Voilà. Donc je pense qu'il y a une forme de sectarisme idéologique qui sévit et qui ne contribue pas à éclairer nos futures élites et à les former correctement. Voilà. Donc vous êtes pleinement concentré sur ces missions actuelles avec donc votre institut et puis ce think tank. Pas de retour à la politique pour l'instant, c'est clair. Pas de retour dans la politique dans l'immédiat, parce que je pense qu'aujourd'hui la position qui est la mienne, enfin je l'espère, me donne une liberté de ton, de réflexion, de travail qui
dans la contribution au débat public, me semble utile. Voilà. Alors que si j'étais dans un parti aujourd'hui, j'aurais pas cette liberté, je pense. Benoît, vous voterez Marine Le Pen en 2022 ? Alors je donne pas mes votes. Pour une simple raison que si je vous donne aujourd'hui mon vote pour tel ou tel candidat, je vais me retrouver de fait porte-voix de ce candidat. Et une fois de plus, dans ma position qui aujourd'hui est la mienne, c'est-à-dire directrice d'une école d'enseignement supérieur et à la tête d'un centre de recherche, si je commence à me poser dans la position d'une militante de quelqu'un, c'est quand même compliqué. Les réseaux sociaux, vous les utilisez, évidemment, pour communiquer. Et on en parle avec vous, Benoît Galeret, ce sont des réseaux sur lesquels vous êtes très suivi. Bah oui, plus de 377 000 abonnés sur Twitter, ce qui fait sans doute de vous la directrice d'école la plus suivie de France. Peu, en effet, peuvent se vanter d'avoir une telle audience, avec un noyau dur qui vous soutient contre vents et marées, vous idolâtre même pour certains. Et pourtant, malgré ce succès, commençons par votre tweet épinglé, c'est-à-dire celui qu'on voit en premier quand on arrive sur votre page. Vous invitez vos abonnés Twitter à quitter Twitter pour un autre site beaucoup moins connu, Telegram ou Surprise. Alors j'ai vérifié ce matin, vous avez beaucoup moins d'abonnés, moins de 5000. Quel intérêt de rejoindre des sites certes beaucoup moins regardants sur la modération sans doute, mais nettement moins fréquentés? Pour une raison très simple, c'est que moi je considère que je fais partie des personnes, comme un certain nombre d'autres, qui pourraient demain être victimes de la censure de Twitter. Et que je pense que ce que nous avons vécu aujourd'hui aux États-Unis, et d'ailleurs je suis assez étonnée que même Emmanuel Macron n'ait rien dit là-dessus, alors que même Madame Merkel, qu'on ne peut pas soupçonner de sympathie à l'égard de Donald Trump, a quand même été interpellée par ça. Et il a quand même condamné. Je pense que ce que nous avons vu aux États-Unis sont les prémices de ce que nous pourrions voir demain à des élections présidentielles. Ça soulève beaucoup de questions, pardon, je vous coupe, mais le terme censure n'a pas été utilisé par tout le monde. C'est vous qui l'utilisez il y a quelques jours, au regard de la multiplication de fermetures de comptes et le risque de plus en plus grand de censure arbitraire. C'est donc pour ça que je vous invite à suivre ma page Telegram. Censure, le terme est peut-être fort pour un Donald Trump qui a sans cesse violé les règles d'utilisation de Twitter, qui a ignoré des années durant tous les avertissements qu'a pu lui envoyer la plateforme. Vous êtes, j'imagine, attaché à la propriété privée. Pourquoi une entreprise comme Twitter ne pourrait pas faire respecter chez elle ses propres règles? C'est quand même marrant. Ça veut dire que quand Donald Trump est président des États-Unis, soi-disant, il peut violer ses règles, parce que c'est ce que dit Twitter. Et le jour où en fait il est battu aux élections, là on peut censurer son compte, c'est pas grave. Enfin, je sais pas, vous voyez bien qu'il y a quand même manifestement de la part de ces plateformes une censure. Moi, j'appelle ça censure, je sais pas comment on peut appeler ça autrement, arbitraire, qui m'apparaît quand même très étonnante. D'ailleurs, ça tient pas qu'à Twitter. Je parlais tout à l'heure, on l'a rapidement évoqué, la vidéo qu'avait fait Donald Trump pour calmer ses partisans et dire il ne faut pas aller au Capitole, agresser les forces de l'ordre et tout. Cette vidéo a été censurée sur YouTube et elle ne violait en rien les règles de fonctionnement de YouTube. Pour la première fois, si YouTube a considéré que c'était un danger pour les institutions démocratiques du pays que de diffuser cette vidéo. C'est la première fois qu'il fait un tel mouvement. Si vous voulez que je vous donne des exemples en France, je veux dire, au-delà de ça, il y a des choses beaucoup plus, on va dire, anecdotiques. Mais moi, j'ai vu à plusieurs reprises les comptes, par exemple, d'Emmanuelle Ménard, la femme de Robert Ménard, suspendus ou des tweets supprimés, alors que objectivement, il n'y avait absolument rien dans ces tweets qui relevait de l'appel à la haine ou l'appel à la discrimination. Elle évoquait simplement une prise de position idéologique sur des sujets et c'était objectivement une censure idéologique. Donc je veux dire, moi je veux bien que vous essayiez de me convaincre, tout ça est totalement objectif et légitime, mais honnêtement, je trouve ça personnellement terrifiant et je pense que ces GAFAM ont aujourd'hui un rôle, si vous voulez, dans le débat public qui ne devrait pas les autoriser à pouvoir, en dehors du cadre judiciaire, censurer des comptes sans qu'il puisse y avoir de recours. Voilà, c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions. On se les posait. Les chiffres qui viennent de tomber ce matin sont quand même assez dingues. Une étude donc parue par la société Signal Labs, prise très au sérieux. Les fake news électorales ont chuté de 73% sur le réseau depuis la fermeture du compte de Donald Trump. Un hashtag comme Fight for Trump a baissé de 95,5%. Oui, donc ça a l'air de marcher. Plutôt que partir, pourquoi pas encourager Twitter à renforcer ces systèmes-là. Twitter a sauvé la démocratie. Merci Twitter. Non mais écoutez, moi je veux bien que vous me sortiez des chiffres du chapeau comme ça. Je connais pas ces instituts, je sais pas qui les finance, je sais pas d'où ça sort. Ça me paraît génial qu'on puisse dire 4 jours après la censure, formidable, les fake news ont baissé de 73%. C'est quoi une fake news? Les fake news, ce sont les infos qui ont été validées par le comité Twitter. Ah d'accord, le comité Twitter. Oui, parce qu'en fait, je veux dire... Je suis pas avocat de Twitter. Je soulève ces questions. Je vous donne des chiffres qui disent que le hashtag, on parle de faits, le hashtag Fight for Trump a diminué de 95,5%. Vous savez qui aujourd'hui est en charge de la modération sur Facebook en France?
pour Facebook d'ailleurs, c'est des journalistes du Monde et de Libération. Non, moi je veux bien. Hein. Attendez, qu'est-ce que vous dites Non. là Non, alors, vous savez, pardon, je vous donne l'exemple de Attendez, Facebook. non, ça c'est une fake news. Ah non, c'est pas une fake news. Ah bah non. si. Ah non, c'est pas une fake news. Mais Libération a même fait un article dessus pour se justifier là-dessus. Si vous voulez dire, ah oui, alors on est associés, mais il n'y a pas que nous. Ils sont associés, ils sont pas, c'est Ah pas non, mais- eux qui sont leur comité de... Alors, Confondu ah non, avec le fameux Alors, site Check News. Ah non, pas du tout. Qui est Mais absolument pas. Alors là, j'invite Mais là, les vous gens avez qui dit- nous non, mais- regardent. Écoutez bien ce que La vous avez dit. Vous avez modération. dit la modération de Facebook est assurée par des journalistes de... non, il y a aussi des modérateurs, il y a des Non, modérateurs mais il y a de des Facebook. modérateurs, tout à fait, mais la modération des fake news, c'est-à-dire ce qui est déterminé comme une fake news aujourd'hui, elle est faite par des journalistes qui sont entre autres issus des rédactions du Monde et de Libération, pas de Valeurs Actuelles. Ils sont consultés, c'est un voilà. partenariat pour Et- essayer de trier dans ces questions mais- très complexes, en effet, le vrai du faux. Et ce qui Admettez, représente des vrais admettez dangers. que Mais c'est là, quand vous même... sous-entendez... Tout à fait. Ah bah oui, mais mais ça marche tout à pas. fait. Ah mais je sous-entends Bon, tout à écoutez, fait que les GAFA on ont est- une ligne idéologique, mais pardon, c'est pas un scoop quand même que le patron de Facebook défend et a pris position publiquement dans les élections pour les démocrates. Enfin, je veux dire, c'est pas un scoop que Joe Biden est entouré de gens qui sont aujourd'hui, vous connaissez ça, je pense mieux que moi, L'argent, de il gens l'a qui pr- sont il le prend issus. sur- il l'a surtout pris du côté Bon. de Trump pendant ces campagnes-là. 100 000 Lui-même des dollars GAFA. par Je veux semaine. dire, c'est pas un scoop qui est un parti pris idéologique de la part de ces grands chefs d'entreprise quand même. Enfin, je Ça, veux dire, ça- je ça vous méritera l'apprends quand même, je pense qu'on y reviendra demain, ça méritera quand même quelques explications, Ah, mais- si vous le voulez bien, pour Absolument. tous ceux qui nous suivent, parce que Mais tout c'est à fait. un petit, si vous permettez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ah, très C'est bien. pas aussi clair que vous Je sais pas, que vous vous- avez une intelligence complexe au-dessus de la mienne. J'ai je sais pas. absolument rien du tout. Mais simplement, je me permets de vous dire que ce n'est pas aussi Écoutez, évident en que tout vous cas, l'assénez. J'invite les gens qui nous regardent on à est- aller voir qui fait aujourd'hui, qui définit ce qu'est une fake news sur Facebook. On est au terme Mais j'arrête. de cet entretien. Merci Encore la beaucoup, preuve Benoît. qu'un tweet est très court pour expliquer tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, dis donc, vous n'étiez pas invité au mariage de votre grand-père? Vous non plus? Mais non, mais il a. C'est vraiment des questions intéressantes, ça dit. Bah oui, écoutez, on termine Voilà. par le plus important. Pour la conclusion, mais félicitez-vous plutôt qu'à 92 ans, il se soit marié religieusement. C'est plutôt touchant. Non, mais on s'interrogeait quand même sur votre absence. Celle écoutez, de votre interrogez-vous. tante aussi. Très bien. Voilà. Merci Marion Maréchal, merci d'avoir répondu à Merci toutes à vous. nos questions ce matin